Voilà, petite vidéo pour vous expliquer les courbes pH. Alors, nous sommes toujours dans un titrage. Alors, je vous rappelle qu'un titrage, c'est une méthode expérimentale dont le but est de trouver la concentration de la solution que l'on place ici dans le berlin en dessous, c'est-à-dire c'est la concentration de la solution attitrée. Pour cela, on laisse tomber goutte à goutte une solution qu'on appelle la solution titrante, dont on connaît parfaitement la concentration. Lorsque l'indicateur coloré change de couleur, on saute sur le robinet, on ferme le robinet et on note le volume que l'on a ajouté jusqu'à atteindre donc cette équivalence. Donc on aura à ce moment-là, à l'équivalence, on aura ajouté autant de solution titrante, autant de moles de solution titrante qu'il n'y avait de moles au départ de la solution attitrée. Alors cette fois-ci, aujourd'hui, nous allons toujours faire un titrage, mais nous allons intercaler dans le milieu réactionnel l'électrode d'un pH mètre. Donc le titrage va commencer. Avant de laisser tomber la première goutte, on va plonger l'électrode dans le milieu et on va noter la valeur du pH. À chaque goutte ajoutée, on va noter la valeur du pH. Et nous allons prendre toutes ces valeurs et les ramener sur un graphique comme celui-ci. C'est ce qu'on appelle une courbe pH. Alors la courbe pH présente donc l'évolution du pH au cours du titrage, donc en fonction du volume de solution titrante, ici c'est de NaOH, ajouté goutte à goutte. Alors, première chose, que voyons-nous? Au départ, au moment initial, c'est-à-dire au volume 0, quand on n'a encore rajouté aucune goutte, nous voyons que le titrage commence ici. Ce pH de départ, ce que j'appelle le pH initial, est donc plus petit que 7. Vous voyez, l'échelle de pH, le 7 est ici. Donc le pH de départ est plus petit que 7, donc je sais que c'est le titrage d'un acide. Je suis en train de titrer un acide. Alors, le pH est très très bas. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure que l'on rajoute des gouttes de NaOH, de solution titrante, le pH augmente progressivement, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Dans une courbe pH, on observera toujours une montée rapide du pH. Cette partie, c'est ce qu'on appelle le saut de pH. Pratiquement, cela signifie que lorsque on est ici plus ou moins à 20 ml, qu'on a rajouté 20 ml, en une goutte, le pH passe d'une valeur de à peu près 3 à une valeur de 8, 9, 10, 11, 12 à peu près. Ce saut de pH, à quel moment a-t-il lieu? Au moment de l'équivalence. Donc le saut de pH a lieu au moment de l'équivalence. Alors ce que nous allons faire, c'est essayer de trouver sur cette courbe le point qui représente l'équivalence. Alors vous prenez votre lettre et vous mesurez la mi-distance, donc vous mesurez le saut de pH, donc la partie verticale, vous mesurez, ici la partie verticale mesure 8,2 cm, donc je prends à 4,1, j'arrive ici, ce point-ci représente l'équivalent, je mets un E pour l'équivalence. Alors lorsque on a l'équivalence, on peut le rabattre sur l'axe vertical et je trouve ici le pH à quel moment à l'équivalence. On va voir ce qu'on va en faire tout de suite. Et lorsque je le rabats sur l'axe horizontal, je trouve le volume ajouté goutte à goutte jusqu'à l'équivalence. C'est le volume
que l'on a ajouté jusqu'au moment où il y a ce changement de couleur de l'indicateur. Ce volume de l'équivalence, c'est le volume que l'on lit sur la burette graduée, c'est le volume qui va nous être utile pour faire les exercices. Alors, donc, comment trouve-t-on le point d'équivalence? Donc, on prend la moitié du saut de pH, la mi-distance du saut de pH. Voilà, maintenant, il existe une autre méthode, parce que parfois, les courbes de pH sont légèrement inclinées et c'est pas facile de trouver le milieu du saut de pH. La première méthode, c'est la méthode des tangentes, je dis bien. Donc, première étape, je dessine la tangente à la courbe passant par le bas de la courbe de pH. Voici ma première tangente. Je vais dessiner la deuxième tangente, mais cette fois-ci passant par le haut de la courbe de pH, par l'extrémum. Et comme vous le voyez, ces deux tangentes, je les dessine de telle manière qu'elles soient parallèles l'une à l'autre. Alors si vous décalez un tout petit peu votre... voilà, si vous faites une tangente plus comme ceci, ce n'est pas grave si elles sont bien parallèles. Donc les deux tangentes doivent être parallèles. Ensuite, vous mesurez la distance séparant ces deux droites parallèles. Là, j'ai 7,7 cm et vous prenez la moitié. Donc la moitié de 7,7, c'est 3,8. Voilà. Et on trace une troisième droite qui est parallèle aux deux autres et qui est située à j'ai un peu décalé, à mi-distance des deux premières. Alors, cette troisième droite, la voici, va couper la courbe de pH et l'endroit où cette troisième droite coupe la courbe de pH, c'est l'équivalence. Donc voici la première méthode qu'on appelle la méthode des tangentes pour trouver le point d'équivalence. Une autre technique, plus elle réalisée par ordinateur, c'est de mesurer les dérivées, la dérivée de la courbe pH. Alors vous avez en rose la courbe pH, vous la reconnaissez, hein, elle monte progressivement et puis il y a le saut de pH. Donc en rose vous avez la courbe de pH et en bleu vous avez la mesure de la dérivée. Alors vous le savez en maths, la dérivée représente la pente. Donc ici vous voyez que la pente de la courbe pH est très faible, donc la dérivée est très faible, très faible. Et puis comme on a ce saut de pH, la pente devient très importante et nous avons un pic. Eh bien lorsque l'on trace le graphique de la dérivée de la courbe pH en fonction du volume, eh bien on voit que lorsqu'on observe cette pic, nous sommes au point d'équivalence. Alors ça je ne vous montrerai pas de faire, hein, on le fait en général par ordinateur. Alors maintenant qu'on a trouvé le point d'équivalence, à quoi va nous servir le point d'équivalence? Eh bien, nous avons déjà trouvé qu'il s'agit de titrage d'un acide. Pourquoi s'agit-il du titrage d'un acide? Rappelez-vous, le pH de départ est plus petit que 7. Mais s'agit-il du titrage d'un acide fort ou d'un acide faible? Alors, petite réflexion pour répondre à cette question. Alors, voici un acide fort. Je vais faire un titrage. Rappelez-vous, les acides forts, ce sont les 6 premiers dans la table de K1. Je vais faire un titrage en ajoutant goutte à goutte, agif veut dire ajouter goutte à goutte, en ajoutant goutte à goutte une solution titrante de NaOH. La réaction est une réaction forcément complète, sinon ça ne fonctionne pas pour le titrage. Et je fabrique de l'eau et du NaCl. Il s'agit donc de l'équation moléculaire.
Que va-t-il se passer à l'équivalence? À l'équivalence, tout l'acide qui se trouve en dessous du titrage a réagi avec le NaOH, a disparu. Le NaOH, il n'y en a plus en dessous, dans la solution en dessous. Pourquoi? Parce que je l'ai ajouté goutte à goutte jusqu'à atteindre ce fameux équivalence. Donc à l'équivalence, lorsque je titre un acide fort, ceci c'est le titrage d'un acide fort, je vais mettre AF en majuscule quand c'est fort et petit f quand c'est un acide faible. À l'équivalence, il me reste quoi? Il me reste donc de l'eau et du NaCl. Et vous le savez, le NaCl est un sel neutre, puisqu'il se dissocie en Na+, qui n'est ni acide ni base, et en Cl-, qui n'est ni acide ni base, puisque c'est une base tellement mauvaise, c'est une base conjuguée d'un acide fort, elle est considérée comme neutre. Et donc, tout ce que l'on obtient, tous les produits que l'on obtient sont neutres. Le pH à l'équivalence, lors d'un titrage d'un acide fort, le pH à l'équivalence vaut 7. Faisons la même chose avec une base forte. Que se passe-t-il lors du titrage d'une base forte? Je vais prendre NaOH. NaOH, c'est un hydroxyde, c'est une base forte. Et cette fois-ci, je vais laisser tomber goutte à goutte. Je vais mettre dans la burette à graduer et laisser tomber goutte à goutte l'acide chlorhydrique. Alors, c'est la même réaction. On va donc former de l'eau et du NaCl. À l'équivalence, mais je n'ai plus de NaOH. C'est le but de l'équivalence. C'est d'avoir ajouté autant d'acide chlorhydrique que de NaOH. Donc, à la fin de la réaction, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une réaction complète. Je n'ai plus de réactif, mais il me reste les produits. Alors, comme précédemment, l'eau et le NaCl sont tous les deux neutres. Et donc, le pH que j'obtiens à l'équivalence vaut 7. Que se passe-t-il maintenant si je fais le titrage d'un acide faible? Petit f pour acide faible. Je prends l'acide acétique. Donc, l'acide acétique est un acide faible. Et je vais le faire réagir en faisant tomber goutte à goutte du NaOH. Je complète l'équation. Voilà. Alors, que se passe-t-il à l'équivalence? Il n'y a plus d'acide acétique, il n'y a plus de NaOH. L'équivalence, c'est quand on a atteint la fin de la réaction. Donc, comme c'est une réaction complète, il n'y a plus de réactif à la fin. Et que me reste-t-il? Il me reste de l'eau et un sel. Si vous dissociez le sel, Na+ est un ion spectateur neutre, mais CH3CO- est une base. Donc vous vous retrouvez avec un sel basique et de l'eau. Donc vous avez une base dans l'eau. Donc le pH à l'équivalence ne va pas être de 7, parce que 7 c'est pour l'eau. Comme il y a présence d'une base, le pH à l'équivalence sera supérieur à 7. Dernier cas de figure, que se passe-t-il si on fait le titrage d'une base faible? Prenons par exemple NH3. NH3 est une base faible. Alors, comme c'est une base, je vais la titrer avec un acide. Je prends un acide fort. Pourquoi? Pour m'assurer que la réaction est bien une réaction complète. Alors, si vous ne me croyez pas pour ces 4 réactions, vous pouvez calculer le KC de la réaction pour vérifier dans chaque cas qu'il s'agit bien de réaction complète. Alors, NH3 va réagir avec l'acide chlorhydrique pour donner NH4Cl. Alors, à l'équivalence, je n'ai plus d'ammoniac, je n'ai plus d'acide chlorhydrique, il ne me reste que les produits NH4Cl. Alors, NH4Cl, c'est un sel qui contient NH4+, qui est un acide, et Cl- qui est un ion spectateur neutre. Donc, j'ai un sel acide. Donc, le pH à l'équivalence, comme tout ça est aqueux,
tout ça se fait dans l'eau, hein, à queue. Hein. J'ai donc de l'eau avec un sel acide. Le pH à l'équivalence sera donc plus petit que 7 puisqu'il est la présence d'un acide au moment de l'équivalence. Donc, vous voyez que lorsque vous trouvez le pH à l'équivalence, comment fait-on pour trouver le pH à l'équivalence? On repère d'abord le point d'équivalence, soit par la méthode des tangentes, soit simplement en mesurant la moitié du saut de pH. Quand celui-ci est bien vertical, c'est facile. On trouve le point d'équivalence et en le reportant sur l'axe vertical représentant le pH, on trouve le pH à l'équivalence. Ici, dans mon exemple, le pH à l'équivalence vaut 7. Si vous avez un pH à l'équivalence de 7, c'est que vous êtes en train de titrer soit un acide fort, soit une base forte. Et comme le pH de départ était plus petit que 7, je sais que je suis en train de titrer un acide et un acide fort. Alors, pourquoi un acide? Parce que le pH initial est plus petit que 7. Pourquoi un acide fort? Parce que le pH à l'équivalence égale 7. Donc c'est le titrage d'un acide fort par une base forte. Hein. On va toujours prendre une solution titrante forte pour s'assurer que la réaction est bien une réaction complète. Si le pH à l'équivalence que vous trouvez ici est plus grand que 7, vous savez que vous êtes en train de titrer un acide faible. Si le pH est plus petit que 7, vous êtes en train de titrer une base faible. Le pH à l'équivalence dépend du conjugué. Donc si vous êtes en train de titrer un acide faible, vous allez obtenir sa base conjuguée. C'est donc logique que le pH soit un pH d'un milieu basique, donc un milieu qui contient une base, donc le pH à l'équivalence est plus grand que 7. Si vous êtes en train de titrer une base faible, vous allez obtenir son acide conjugué, donc le pH à l'équivalence sera bien le pH d'un milieu acide plus petit que 7.